Nous vous proposons de retrouver dans un instant l'écrivain argentin Rodrigo Fresán, auteur des romans Les Jardins de Kensington, Mantra, Le fond du ciel ou encore La part inventée, à la librairie Ombre Blanche, mardi 24 janvier 2023, autour de la parution de son nouveau livre Melville aux éditions du Seuil. Bonsoir à tous. Alors, Rodrigo, muchas gracias. Están aquí. Voilà, ce soir, donc ce sera Mireia Libenmola qui va assurer l'interprétariat, parce que je crois que c'est ça le mot. Alors, je vais faire une petite présentation. Merci beaucoup, Rodrigo, d'être là. Rodrigo est né dans les années 60. C'est au tournant du 20e et du 21e siècle que les premiers livres sont traduits, fin des années 90. Rodrigo est rapidement considéré comme une des grandes figures de la littérature latino-américaine, au même titre que d'autres écrivains comme eux, Alan Pauls, Roberto Bolaño, Juan Villoro. Il y a tout un petit cercle comme ça qui se sont, je crois, beaucoup fréquentés aussi, et une littérature qui prend en Amérique latine une toute autre direction que celle qu'on connaissait du réalisme magique. Donc c'est une œuvre abondante, beaucoup de recueils de nouvelles, de romans. Rodrigo Fresán a cette particularité de changer complètement. Chaque livre est totalement un projet différent, avec des choses qui se recoupent, qui se rejoignent, qui se densifient. Voilà. Mais une œuvre romanesque baignée et irriguée de culture populaire, de culture pop, les grands romanciers américains, mais aussi des influences avec le fantastique et la science-fiction. On retrouve l'influence de Philip K. Dick. Le cinéma, bien sûr, une grosse présence de Kubrick. Alors, on en parlera peut-être un petit peu, mais les livres de Rodrigo Fresán sont toujours très référencés. Des fois, on ne sait pas, quand on le lit, on a du mal à retrouver la référence, mais ce n'est pas grave, parce que ce sont des choses qui baignent comme ça dans un univers très cohérent. Voilà, donc ce nouveau projet qui vient d'être traduit, qui s'appelle Melville, alors sans le E, c'est un roman sur la figure donc, de Melville, du père et du fils, de Alan et de Herman. Un livre, on va le voir, on va en parler beaucoup autour de la figure du père, de la figure du fils, mais comme toujours, parce que ça c'est une des constantes de l'œuvre de Rodrigo Fresán, un travail autour de la création littéraire et de la figure de l'écrivain. Le livre se déploie en trois grands chapitres. Un premier qui raconte l'histoire de Alan, le père. Alors on va détailler un petit peu ce qu'il en est. Le deuxième qui est comme une entité, presque comme une nouvelle qui vient se greffer, qui est une aventure du père de Melville. Donc avant que Melville ne naisse, une aventure en Europe. On va aussi le détailler. Et la troisième grande partie qui donne la parole à Herman Melville lui-même. Donc, avant de vous demander comment vous avez construit le roman, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est avant tout un livre qui va nous parler de la question du père, du fils et des liens? Hola, buenas tardes. Sí, en todos mis libros, hasta hace 16 años, había una recurrencia temática que era el tema del leer y el escribir y los escritores. Dans tous mes livres, depuis 16 ans, il y avait toujours une thématique récurrente qui était celle de la lecture des écrivains et des écrivains. Esto tal vez tiene que ver con que yo tengo una idea completamente romántica de la figura del escritor, porque desde que tengo memoria, incluso antes de saber leer y escribir, yo ya quería ser escritor. Peut-être que cela vient du fait que moi j'ai une vision romanesque de l'écrivain. Même avant de savoir lire et écrire, je voulais déjà être écrivain.
Yo me acuerdo perfectamente de mí mismo a los 4 años, desesperado y casi contando las horas para poder entrar al colegio para aprender a leer y escribir y poder ser escritor, porque todavía no tenía las herramientas necesarias, pero ya sabía que quería hacer eso. Je me souviens très bien de moi, j'avais 4 ans et je comptais les jours et je comptais les heures qui me séparaient de l'entrée à l'école. Voilà. Je savais déjà que je voulais être écrivain et le fait d'accéder à l'école allait me donner les outils pour le faire. Para esto hay varias explicaciones posibles. Una es que, bueno, yo era el típico hijo de una familia, de un matrimonio clase media intelectual de Buenos Aires de los años 60. Il y a plusieurs explications à cela. Surtout, j'étais le fils d'un couple d'intellectuels des années 60 dans la ville de Buenos Aires. O sea, mi padre era un diseñador gráfico, hizo un libro con Borges, un libro con Cortázar. Mon père était un dessinateur graphique, il a fait un livre avec Borges, il a fait un livre avec Cortázar. O sea, yo me acuerdo de Cortázar en mi casa cuando yo era un niño. Je me souviens de Cortázar chez moi quand j'étais enfant. Y también de Borges. Je me souviens de Borges également. Y mi madre, bueno, mis padres cuando se divorciaron, que se divorciaron varias veces entre ellos, y volvieron a estar juntos y volvieron a separarse una y otra vez. Mes parents ont divorcé plusieurs fois. Voilà, ils ont divorcé, ils sont remis ensemble un certain nombre de fois. Una de los eventuales parejas de mi madre por 2 o 3 años fue Francisco Porrúa, que fue el editor de 100 años de soledad y de Rayuela. Et pendant ce temps, ma mère, elle a été en couple pendant 3 ans avec un éditeur très connu. Il a été l'éditeur de Rayuela et de 100 ans de solitude. Y el creador de una colección muy famosa de literatura fantástica que se llama Minotauro, sigue existiendo. Il a été aussi le fondateur d'une collection de littérature très très connue qui existe encore, dont le nom est Minotaure. Donde se tradujo al español por primera vez a Bradbury, a Philip Dick, a Ballard, a Tolkien, etcétera, etcétera. Ils ont traduit Tolkien parmi d'autres auteurs en langue espagnole pour la première fois. Yo tenía todos esos libros gratis, me los regalaban. J'avais tous ces livres gratis, on m'a fait cadeau. Donc, esa es una de las explicaciones posibles para mi vocación temprana. ça, c'est l'une des explications possibles à ma vocation très très précoce. Pero hay otra que es mucho más temprana todavía. Mais il y a une autre explication qui est encore plus précoce. Y que yo recién me lo contaron cuando tenía 20 y pico de años, no me lo habían contado antes mis padres. Quand j'avais une vingtaine d'années, mes parents me l'ont raconté, ils me l'avaient jamais dit. Que yo cuando nací, bueno, el parto cuando yo nací fue muy complicado, duró como 18 horas. Quand le jour où je suis née, le travail de ma mère a été très, très dur. Le travail a duré environ 18 heures. Yo nací casi pesando 5 kilos. Je faisais à peu près 5 kilos. Y el parto fue tan complicado, se cortó toda la luz en el hospital en ese momento. Voilà. Et l'accouchement était très difficile. Il y a eu une panne de courant à ce moment-là dans l'hôpital. Y entonces yo morí y fui declarado clínicamente muerto y llevado a la morgue incluso en el momento de mi nacimiento. Donc j'ai été déclaré mort-né. On m'a amené à la morgue même au moment de la naissance. Y en algún momento, para pasmo de los doctores, volví. Et à un certain moment, à la surprise générale des médecins, je suis revenu. Pero yo llegué a ver y llegué a tener, luego se perdió en alguna mudanza, mi certificado de defunción con el día de mi nacimiento y el día de mi muerte con 5 minutos de je l'ai diferencia. même eu, je l'ai perdu en déménageant, mais j'ai eu le certificat de décès, mon certificat de décès avec la date de naissance et l'heure du décès. Entonces, cuando digo que esto también puede ser el origen de mi vocación es porque, o sea, viví para contarla. Entonces, Donc, quand je dis que ça pourrait être l'origine de ma vocation, c'est que je suis revenu pour raconter ma vie. Melville se compose, donc on l'a dit, de 3 chapitres. Donc, pour faire rapidement, le père de Melville était un marchand importateur de marchandises françaises dans l'Amérique du XVIIIe siècle. Ça, ce sera la figure du père qui est l'objet du premier chapitre. Alan Melville, ses affaires périclitaient assez plutôt, voilà, c'est plutôt un perdant. De New York, ils ont déménagé un peu plus haut dans le nord, suivant le fleuve Hudson. Et puis, il se trouve que, alors, quand Melville avait 12 ans,
son père a traversé le fleuve Hudson pour rentrer chez lui. Une traversée compliquée, il a contracté une pneumonie et il est mort 40 jours plus tard. Ça, c'est la réalité des faits. C'est attesté dans les biographies. Le travail du roman dans Melville, c'est d'investir ce moment-là du délire du père qui va raconter à son fils, le futur romancier, un épisode de sa vie avant la naissance en Europe pendant qu'il faisait son grand tour d'Europe. Ensuite, dans la troisième partie, Herman Melville donc le fils reprend la parole pour parler de la figure de l'écrivain qu'il est et qu'il est devenu. Il y a quelque chose qui lie tout ça, c'est cette idée du ratage. A mí la idea del fracaso siempre me pareció muy interesante. Pour moi, l'idée du ratage m'a toujours semblé très intéressante. Sobre todo los fracasos con una cierta épica o los fracasos triunfales. Surtout les ratages épiques ou triomphants. El éxito a la hora de contarlo es mucho más aburrido. Le succès, quand on le raconte, c'est beaucoup plus ennuyeux. Y generalmente tiene una trayectoria muy, no digo obvia, pero muy En général, previsible. la trajectoire, elle est prévisible. Je ne dis pas évidente, mais en général prévisible. A mí lo que me interesaba de esta historia posible, o sea, la novela tiene 3 momentos rigurosamente ciertos. Donc le roman a 3 moments qui sont rigoureusement vrais. Una es el cruce del río Hudson congelado por el padre huyendo de sus acreedores. Il y a la traversée du fleuve Hudson qui fait le père en essayant de fuir ses créanciers. La otra es la imagen que es cierta de el pequeño Herman Melville de 10 años a los pies de la cama del padre, con el padre delirando y atado, aunque no hay ninguna constancia de qué deliraba o qué decía, o si decía algo, ¿no? Il y a aussi ce qui est aussi une réalité, c'est le fait que le fils a passé un certain nombre de jours au pied de son père qui délirait, qui était attaché à son lit. On ne sait pas par contre ce qu'il disait dans son délire. Y la tercera cosa es la teoría aceptada de que la viuda agrega esa letra E al apellido Melville, que al principio se escribía sin la letra E, justamente para darle a sus hijos una nueva oportunidad y que no sean relacionados con el fracaso en los negocios del padre y perseguidos por sus acreedores. Il y a aussi une vérité qui est assez acceptée, et c'est celle qui raconte que la mère a rajouté le E à son nom de famille, au nom de famille de ses enfants, justement pour les éviter d'être poursuivis par l'échec du père. Con todo esto quiero decir que la figura de Alan Melville en las biografías de Herman Melville es muy, muy efímera, muy pasajera, ocupa unos pocos párrafos porque muere cuando Melville tiene 10 años. Bon, en fait, dans toutes les biographies de Herman Melville, la figure de son père, elle est presque éphémère. Il est mort quand il avait 10 ans. Du coup, il y a uniquement quelques paragraphes là-dessus. Pero a mí siempre me había gustado esa imagen del hombre cruzando el río congelado volviendo a casa. Mais j'ai toujours adoré cette image du père en train de traverser le fleuve pour rentrer chez lui. Que me recordaba también mucho a la película de Frank Capra, It's a Wonderful Life, con este hombre queriendo renunciar a su vida y que todo cambie, ¿no? Ça m'a toujours fait penser au film de Frank Capra, It's a Wonderful Life, avec cet homme qui fait tout pour que sa vie change. Y cuando me enteré de ese episodio me interesó tanto al punto que primero en mi libro anterior, que se llama La parte recordada, quand j'ai appris au sujet de cet épisode, ça m'a tellement impacté que dans mon précédent livre, la partie remémorée, remémorée, y cuyo protagonista es un escritor que ya no puede escribir, dont le protagoniste est un écrivain qui ne peut plus écrire. Hay un momento del libro donde hay una lista de todos los libros que él hubiera querido escribir y no pudo escribir porque ya no le sale, ¿no? À un moment donné, dans le livre, il y a une liste de tous les livres qu'il aurait pu écrire, mais il ne peut pas les écrire puisqu'il n'arrive plus à le faire.
Y uno de esos libros es Melville, justamente, L'un de ses livres est justement Melville. porque yo quise ponerlo ahí para un poco como para registrar la idea, porque dije, alguien lo va a hacer y me lo van a robar si no lo pongo. J'ai voulu le mettre là justement pour laisser l'idée par écrit. Je me suis dit quelqu'un pourra me voler l'idée, donc je l'ai mise sur le papier. Y cuando, bueno, leí ese momento de Herman Melville cruzando el río congelado, lo primero que pensé como lector fue, qué lástima que no lo cruzó con el pequeño hijo al lado, porque eso hubiera explicado una cantidad de obsesiones posteriores de Herman Melville como escritor. Quand j'ai lu cette histoire au sujet d'Alan Melville en train de traverser le fleuve, je me suis dit c'est dommage qu'il n'ait pas traversé avec son fils, puisque ça aurait expliqué tout bon nombre d'obsessions dont il souffrait. Pero enseguida, y esto suele ocurrirle muy habitualmente, dejé de pensar como lector y empecé a pensar como escritor. Mais tout de suite, j'ai arrêté de penser en tant que lecteur et j'ai commencé à penser en tant qu'écrivain. Y dije, bueno, pero yo puedo hacer que lo crucen juntos, aunque no lo hayan cruzado. Donc je me suis dit, moi j'ai le pouvoir de le faire traverser avec son père, même s'il ne l'a pas fait. Entonces, la realidad, toda la trayectoria del libro lleva a la reescritura de ese momento por un Herman Melville ya cercano a la muerte y crepuscular. Donc toute la séquence du livre parle de la réécriture de ce moment par un Herman Melville qui est déjà dans le crépuscule de sa vie. Y retirado de la literatura y trabajando en una aduana. Il travaille en tant que douanier, il est plus du tout dans l'univers de l'écriture. Reescribiendo ese momento y viviéndolo como a él le hubiera gustado que hubiera sucedido. Donc dans le livre, il réécrit, il prend le plaisir de réécrire ce moment de la façon dont il aurait voulu que cela se passe. Sentido un libro en el que no se parece al mío necesariamente, pero que yo tenía muy presente, y es una novela que he leído muchas veces y admiro mucho. También me gusta mucho la película que hicieron de esta novela que voy a mencionar, aunque la traicione por completo. Je vais parler d'un roman que j'aime beaucoup, même si ça n'a rien à voir avec mes romans à moi. C'est un roman que j'adore et j'aime aussi le film qui a été fait à son sujet. No sé cómo se llama aquí porque los franceses le cambian el Je título ne sais a pas todo. comment ça s'appelle ici siempre. parce que les Français changent toujours les titres. Pero creo que esto lo han dejado como estaba, que es El paciente inglés, de English Patient. Voilà. Le patient anglais. Okay. Le patient anglais. Ah, ok, bien, bien. No, porque a veces le podrían haber puesto algo como había una vez un paciente inglés también. Hacen esas Ça aurait cosas. pu être Il était une fois un patient anglais. Que es una novela que toma una figura real, que es Laszlo Almashi, que era un conde C'est un roman. europeo metido en un club de arqueólogos en los preliminares de la Guerra Mundial. Il s'agit d'un conte allemand qui fait partie d'un club d'archéologie au début de la Deuxième Guerre mondiale. Y es una gran historia de amor y muy romántica. C'est une grande histoire d'amour, c'est très romantique. El libro es la película es muy clásica, es muy tipo David Lean, ¿no? Es como una película de Lawrence de Arabia, es como una película muy a la vieja usanza de Hollywood. Le film, bon, il est très classique, au style hollywoodien, comme Laurence d'Arabie. La novela es estructuralmente muy diferente. Le roman, il est différent dans sa structure. Pero lo cierto, y a mí lo que me interesó es que después, claro, yo quise saber quién era este Laszlo Almashi y descubrí que era homosexual, espía nazi, que no se había quemado ni nada por el estilo, que murió a los 60 años como considerado un héroe nacional. O sea que básicamente no tenía nada que ver con el Almashi de la novela y del libro, y de la película, perdón. Ensuite, je me suis intéressée au personnage. J'ai voulu savoir qui était ce Laszlo Almashi. Et là, j'ai découvert que c'était un espion nazi, c'était un homosexuel. Il n'a jamais été brûlé, il est mort, il avait une soixantaine d'années. Il a été porté à nu en tant qu'héros du pays. En ese sentido, quiero decir que yo soy un gran creyente en esto que postuló Vladimir Nabokov, que es uno de mis escritores favoritos. Par là, je veux dire que j'aime beaucoup ce qui a un postulat de Nabokov. C'est un écrivain, il est parmi mes écrivains favoris. Cuando dijo la realidad está sobrevalorada. Quand il a dit la réalité est surfaite. Puisqu'on en est à citer les écrivains, je crois que vous aimez aussi, on en parlait tout à l'heure, il y a une très belle citation de Kafka. Moi, ça m'a amusé de la prendre aussi comme source
comme source du livre. Oui, alors il dit, ça va être compliqué à traduire, mais je vais le dire en français, puis, mais je crois que Rodrigo se souvient nous avons besoin de livres qui ont sur nous l'effet d'un malheur et qui nous font beaucoup souffrir, comme la mort de quelqu'un que nous aimions davantage que nous. Comme si nous étions rejetés dans les forêts, loin de tous les hommes, comme un suicide. Un livre, et là, esto es importante, un livre doit être la hache qui brise la mer gelée en nous. Et là, je trouve que c'est formidable parce que alors, la littérature, elle est faite de ces coïncidences-là. Il y a exactement ça, c'est-à-dire que métaphoriquement, les livres d'Herman Melville vont briser la mer dans laquelle le père Alan est, par laquelle il est mort, quoi. Sí. Bueno, tú al principio hablabas de la cantidad de referencias que tiene el libro. Au début, tu parlais de la quantité de références qu'il y a dans le livre. Y yo soy maníaco referencial Sin ningún tipo de culpa. Je n'ai même pas honte, c'est bon. Y me la paso muy bien en ese sentido, porque me parece que todo es un juego de referencias, no solo en la literatura, sino en nuestra propia vida también, ¿no? Je pense que tout est un jeu de référence, pas seulement dans la littérature, même dans notre propre vie. O sea, todo está conectado o interconectado. Tout est connecté ou interconnecté. Y con lo que el libro está lleno de momentos. A mí siempre me molestó mucho esta idea de que es como un lugar común donde dicen que Melville se adelantó a su tiempo literariamente. J'aime pas trop cette phrase qui dit que Melville était en avance sur son temps. Lo que no deja de ser cierto, ¿no? C'est vrai, bien sûr. Pero el libro a mí me divirtió más como escritor y como lector de mí mismo mientras lo escribía. Mais par rapport à ce livre, ce qui m'a le plus amusé en tant qu'écrivain et en tant que lecteur de moi-même, o sea, invertir esa operación y hacer que el futuro viniera a Melville. Ça a été d'inverser cette opération et de faire que le futur vienne à Melville. Así hay partes en la última parte del libro donde, por ejemplo, Melville entra a una taberna en los bajos fondos de Nueva York a finales del siglo XIX. Par exemple, dans le livre, il y a une partie vers la fin où Melville il rentre dans un bar, dans une taverne des bas-fonds new-yorkais du 19e siècle. Y los marineros están cantando canciones y las letras están descritas y te das cuenta que son canciones del disco blanco de los Beatles. Et les marins sont en train de chanter des chansons et là on réalise que c'est des chansons du disque blanc des Beatles. Y con lo que decir, y el disco blanco de los Beatles, que es blanco y se llama The Beatles, yo siempre dije que también es un poco como un Moby Dick musical, porque hace el mismo operativo que de Melville, que es trabaja sobre todo lo que existía antes. Et je pense que justement cet album des Beatles est comme à peu près c'est l'équivalent de Melville. Il travaille sur tout ce qui existait avant. Y entonces al centrifugar todo eso genera todo lo que va a venir después musicalmente. Il centrifuge tout ça et de là sort tout ce qui arrivera plus tard. También, por ejemplo, hay un momento donde Melville está caminando también por el sur de Manhattan y tiene una visión que es la caída de las torres del World Trade Center, ¿no? Il y a un moment aussi où Melville marche dans la rue à Manhattan et il a une vision où il voit la chute des tours jumelles. Pero si nos tenemos que poner anticipatorios, como tú decías, referente a Kafka. Mais comme si on doit parler d'anticipation, comme tu disais à propos de Kafka. O sea, Melville luego de Moby Dick escribe grandes textos y uno de ellos, que es un relato que se llama Bartleby el escribiente. Après Moby Dick, il a écrit des choses fantastiques, dont une nouvelle qui s'appelle Bartleby el escribiente. Bartleby l'écrivain. Que junto con un relato de Nathaniel Hawthorne que se llama Wakefield. Il y a une autre nouvelle de Nathaniel Hawthorne qui s'appelle Wakefield. Si se juntan esos dos relatos, ya tenemos allí, yo creo, toda la buena parte de la literatura antiheroica del siglo XX norteamericano y Kafka, ¿no? Si on met ensemble ces deux nouvelles, on a à peu près le plus gros de la littérature américaine du XXe siècle. 19e, ouais. Du siglo XIX. Du XXe siècle, avec Kafka. Parce que ce qui est très étonnant dans le destin littéraire de Melville, c'est que plus il avance dans la carrière, moins
moins il arrive à publier ses livres. Ça devient très compliqué. Et il y aura 3 carrières vraiment distinctes. Le romancier, puis le nouvelliste, avec les nouvelles comme Bartleby et d'autres, et puis qui ne fonctionne pas, qu'il publie dans des revues, dans des magazines. Et puis après, toute la fin de sa vie, c'est la poésie qui ne sera quasiment pas publiée non plus. Et il y a quelque chose comme ça aussi. Mais il n'y a jamais de renoncement, à l'inverse de Bartleby. Sí, no, y además, bueno, después de muerto Melville se publican Billy Budd, que es uno de sus grandes libros, donde él vuelve otra vez sobre el tema marinero ya de una manera diferente. Après la mort de Melville, il a été publié son livre Billy Budd. Billy Budd. Billy Budd. C'est un livre où il aborde la thématique de la mer, mais d'une façon différente. Incluso hay un rumor de una novela desaparecida que se llama La Isla de la Cruz. Il y a même une rumeur au sujet d'un roman qui a disparu, qui s'appellerait L'île de la Croix. Que nunca apareció, pero ya aparecerá algún día. On ne l'a jamais retrouvé, mais bon, il finira par refaire surface. Y seguramente harán una serie en Netflix. Et sûrement Netflix en fera une série. J'aimerais bien qu'on parle aussi de la manière dont vous avez construit le roman, donc ces 3 parties, et ce jeu alors, que vous aimez bien faire aussi, de changement de narrateur, et quelque chose que vous n'avez pas utilisé trop souvent, c'est les notes de bas de page. En quoi ça vous amuse, ça? Parce que moi, je crois que ça vous amuse. Bueno, Pálido Fuego, Pale Fire de Nabokov es básicamente una novela hecha de notas al pie, que es uno de los libros que yo más admiro. Pero en este caso particular a mí me gustaba mucho la idea de que las notas al pie en la primera parte del libro y luego una última nota en la última parte del libro. Bon, j'aime beaucoup effectivement les notes comme ça, en bas des pages. Il y a un livre de Nabokov, l'un de mes écriteurs, qui s'appelle Pale Fire. Feu pâle. Feu pâle. Et, cambiaron el título. il utilise beaucoup cette méthode, j'aime beaucoup. Pero me gustaba en este caso que las notas al pie funcionaran un poco como la parte del barco sumergida bajo las aguas, la quilla. Et donc, mais par contre, ici, dans ce cas, j'avais envie que les notes en bas de page fonctionnent comme la partie immergée. Mantuvieran flotando la parte superior de la novela en la primera. Donc, que la partie supérieure de la nouvelle, du roman, reste en flottaison. De hecho, la última nota al pie en la tercera parte justo habla de eso, que va subiendo hasta que se sube al cuerpo va como trepando por mástiles y alcanza el cuerpo principal de la novela. Y entonces ahí ya Herman Melville deja de ser una nota al pie y es el protagonista. D'ailleurs, vers la fin, sur la troisième partie, la dernière note, elle commence à monter comme si elle montait sur le mât et jusqu'au point où elle atteint le corps principal du roman. En cuanto a la estructura del libro, que son 3 partes, todos mis libros generalmente funcionan como tres partes diferenciadas, que yo las escribo al mismo tiempo además, no es que empiezo una, termino y voy a la otra. Au sujet de 3 parties de mon roman, en général, mes romans sont comme ça, ils ont toujours 3 parties que j'écris en même temps. Je ne finis pas une partie pour entamer l'autre, je fais tout en une fois. Y eso creo que mi primera referencia o radiación o influencia de eso es extraliteraria. Ma première référence ou influence à ce sujet n'a rien à voir avec la littérature. Bueno, pero es literatura también, lo mismo de todos modos, que es cuando era muy pequeño haber escuchado, además me acuerdo de mi padre llegando de la calle con el disco de los Beatles de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Quand j'étais petit, je me souviens d'avoir vu mon père arriver à la maison avec le disque des Beatles, Sgt. Pepper. Y ahí la última canción que se llama Day in the Life. La dernière chanson qui s'appelle Day in the Life. Es una de mis canciones favoritas y que está en todos mis libros más o menos de algún modo velado o muy claramente citada. C'est l'une de mes chansons préférées et dans tous mes livres, j'y fais référence. Des fois, c'est d'une façon un peu voilée, des fois, c'est d'une façon plus évidente. Tiene 3 partes, ¿no? Donc, elle a trois parties très différentes.
Y además está metida dentro de la portada de ese disco. A mí me intrigó mucho desde pequeño averiguar quiénes eran todas esas personas que estaban alrededor de los Beatles, porque en la edición original del disco no aparecían identificados, no existía Google, no había modo de saber esas cosas, entonces yo estaba como muy preocupado, me acuerdo, de averiguar quién era cada uno de ellos. De ahí mi manía referencial también, supongo. Et cette pochette m'a toujours intriguée. J'ai toujours voulu savoir qui était chacun des personnages qui se trouvaient autour des Beatles. À cette époque-là, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas moyen de savoir. Voilà. Todos mis libros son un poco como la portada de Sgt. Pepper. Tous mes livres sont un peu comme cette couverture, la couverture de cet album, Sgt. Pepper's. Y la otra influencia fue que la vi en el momento del estreno, además, en el año 69. Une autre influence, c'est un film que j'ai vu au moment où il est sorti, en 69. O sea, en pantalla gigante, como eran los cines antes, ¿no? Avec un énorme écran, comme c'était le cinéma dans le temps. Que es 2001, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick. 2001, Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. No se llama 2004 aquí, ¿no? No, 2001, ok. Il s'appelle pas 2004 ici. No, porque hay, perdón, voy a hacer un pequeño insert. A mí siempre me divirtió mucho. Hay una novela de Jim Thompson que en inglés se llama Población 1280 almas. Il y a un roman de Jim Thompson, que en inglés se llama Pop en anglais, 1280. En anglais, il s'appelle Pop 1280. Aquí se llama Pop 1275. En France, c'est Pop 1275. Que alguien me lo explique. Non, mais ils ont fait une nouvelle Pourquoi édition ça où ils ont rajouté les... oui. Ah, bueno. Me alegro. Aujourd'hui, c'est vale. bon. Bueno, me alegro. No, porque sí me quedé sorprendido. Dije, ¿qué pasó? Mataron a 5, más de los que en el Je me libro. toujours demandé qu'est-ce qui s'est passé, ils en ont tué 5. Bueno, pero la película de la Stanley Kubrick, que decía, yo me acuerdo, yo era muy fan y sigo siendo de la ciencia ficción, y entonces fui a ver esa película de ciencia ficción y me acuerdo de estar sentado en el cine y que empezara la película y comenzara en la prehistoria, ¿no? Bon, moi, j'ai toujours été fan de films de science-fiction et je me souviens au cinéma, je m'assois, ça commence à la préhistoire. Entonces, 2001 tiene 3 partes, ¿no? Está la parte de la prehistoria, la parte central y la parte Donc il y a 3 parties. cósmico Il y a la partie, alucinógena. il y a la partie de la préhistoire, il y a la partie cosmique. En fait, ensuite, il y a une partie un peu hallucinogène. Y tiene ese momento para mí que es una de las grandes elipsis en la historia de la humanidad, que es cuando Il y a ce moment, une ellipse dans l'histoire de l'humanité. Pour moi, c'est un grand moment. Que es cuando este ser primitivo arroja el hueso al aire y se convierte en una nave C'est espacial. quand cet homme primitif jette l'os dans l'air, dans les airs, et ça devient un vaisseau spatial. Pasan millones de años Et là, il y a des millions d'années qui s'écoulent. y uno es consciente de ese paso del tiempo sin tener que estar contando que pasaron millones de años. Et on devient conscient du passage du temps sans être obligé de compter les millions d'années. Yo entonces también, como escritor, también quiero hacer ese tipo de cosas. ¿Sabes? Moi, en tant qu'écrivain, j'ai envie de faire ce type de choses. Et c'est là donc, qu'intervient la deuxième partie, hein, avec ce titre, je vais vous donner en français, donc c'est Glaciologie ou la transparence de la glace, qui est un chapitre avec des éléments fantastiques à l'intérieur. Et là aussi, vous vous êtes amusé à jouer beaucoup avec les références et à fabriquer une figure. Donc c'est la partie, alors pour vous expliquer, c'est la partie où le père de Melville va partir en Europe pour faire son grand tour. À Venise, il rencontre Nicolas Cueva, qui s'appelle Nicolas Cueva, qui aime se faire appeler Nico C, et qui va devenir son Pygmalion pour lui faire rencontrer, visiter l'Europe, et qui est un personnage extrêmement énigmatique. Alors c'est là qu'on entre dans la partie où vous aimez faire quelque chose avec du fantastique dedans. Et j'ai l'impression que c'est là qu'on touche au cœur de votre puissance d'imagination. Sí, puede ser. Bueno, el capítulo ese primero tiene 2 referencias melvillianas muy claras, que es el capítulo de la cetología que está en Moby Dick y el capítulo sobre el blanco. Oui. La naturaleza del blanco, creo que se llama. No me acuerdo. Ce chapitre a deux parties très, qui rappellent Moby Dick, c'est la cétologie et l'allusion au blanc.
dos de estos capítulos un poco enciclopédicos, ensayísticos que Melville va introduciendo a lo largo de la novela. C'est de ces chapitres qui rappellent plutôt l'essai, plutôt l'encyclopédie que Melville introduit tout au long du roman. La inclusión de estos personajes un poco fantasmagóricos y vampíricos, de hecho se llaman vampiros, que son como mitad fantasma y mitad vampiros. Ils s'appellent vampires, puisqu'ils sont moitié fantômes, moitié vampires. Donc l'introduction de ce type de personnages un petit peu fantastique. Es una deuda que yo tenía conmigo mismo como lector y como escritor, porque el primer libro que yo leí, debería tener 7 u 8 años, en versión completa, integral, sin ilustraciones y sin ningún tipo de maniobra facilitadora para un niño. C'est une dette que je me suis payée, c'est une dette que je me suis payée à moi-même, parce que le premier livre que j'ai lu quand j'avais 7 ans, vraiment une édition complète, sans illustration, sans aucun moyen facilitateur, a été Fue Drácula, de Bram Stoker, Dracula, que fue un libro que a mí me provocó, viví completamente obsesionado con ese libro mientras lo leía. Et pendant que je lisais ce livre, j'en étais complètement obsédée. Y seguramente fue leyéndolo el momento donde tuve mis dos primeras reflexiones como lector, ya no simplemente preocupado por el argumento, sino preocupado por cómo estaba hecho ese argumento. Et pour moi, c'est le moment où j'ai eu les 2 premières réflexions en tant que lecteur en regardant pas seulement l'argument, mais en me demandant comment il était construit cet argumentaire. O sea, una de las cosas que me impresionaba mucho era que, a diferencia, yo había visto muchas películas de Drácula porque era fanático del cine fantástico y de la literatura de terror, que es la literatura fantástica es parte muy importante de la literatura argentina. J'avais lu beaucoup de livres fantastiques et beaucoup de littérature de terreur. Ça fait partie de la littérature argentine en grande partie. Probablemente la literatura rioplatense, incluyendo la de Uruguay, también sea la única en la historia que todos sus grandes escritores canónicos practicaron el género fantástico. En fait, il me semble que les écrivains autour du Rio de la Plata, y compris l'Uruguay, sont les seuls au monde à tous avoir pratiqué le style fantastique. De hecho, nosotros no lo entendemos como literatura fantástica, sino como literatura a secas. D'ailleurs, on parle pas de ce type de littérature comme de la littérature fantastique. C'est de la littérature tout court. Pero las dos cosas que me impresionaron de Drácula, una fue una cosa desde el punto de vista técnico, que es que, a diferencia de las películas donde Drácula está todo el tiempo presente, mais l'une des choses qui m'a impressionné dans le livre de Dracula, c'est que, contrairement au film où il est toujours présent, en la novela de Drácula, la versión original debe tener unas 500 páginas, Drácula aparece solo en 30. La version originale doit avoir dans les 500 pages et Dracula, il apparaît dans une trentaine de pages. Todos los personajes del resto de la novela están todo el tiempo hablando sobre Drácula y todos se vuelven escritores, todos empiezan a escribir sobre Drácula. Tous les autres personnages, ils sont tout le temps en train de parler de Dracula, ils écrivent sur lui, ils en deviennent écrivains, en fait. Entonces me gustaba la idea de que el vampiro los vampirizara y los obsesionara con sí mismo y que los obligara a escribirlo, ¿no? Donc j'aimais l'idée que le vampire les avait vampirisés, les avait obligés à écrire à son sujet. De hecho, yo estaba tan obsesionado con el libro, lo leí durante unas vacaciones en la Patagonia, que es de donde nació mi padre y de donde emigraron mis abuelos. D'ailleurs, j'ai lu ce livre pendant un séjour de vacances en Patagonie. C'est la région où mes grands-parents avaient émigré, d'où venait mon père. No paraba de hablar de ese libro, entonces yo tenía el hermano menor de mi padre, que murió muy joven, enfermo. Le frère cadet de mon père qui est mort d'une maladie très, très jeune. Y se reía mucho porque yo no paraba de hablar de la novela de Drácula. Il se moquait beaucoup de moi parce que j'arrêtais pas de parler du roman de Dracula. Una noche me hizo una cosa terrible. Un soir, il m'a fait quelque chose de terrible. Que es que mientras estaba durmiendo, él con témpera me pintó 2 marcas en el cuello. Pendant que je dormais, il m'a fait 2 marques sur le cou. Entonces, claro, yo cuando me levanté a la mañana me fui a mirar al espejo y me vi eso. Le matin, quand je me lève, je me regarde dans la glace, je vois ça.
Yo estaba aterrorizado y además me acuerdo que volví corriendo a mi dormitorio y me puse una camisa como de cuello alto J'étais para terrorisée. esconderlo. J'ai couru dans ma chambre, j'ai mis une chemise avec un col très haut pour couvrir ça. Y cada rato iba al espejo para ver si me seguía reflejando, porque decía, me estoy convirtiendo en vampiro. Et de temps en temps, j'allais voir s'il y avait toujours mon reflet dans la glace, de peur d'être en train de devenir un vampire. Claro, y era verano y hacía calor y yo estaba con esto de cuello alto caminando por ahí pálido todo el día. C'était l'été, il faisait très chaud et je me baladais comme ça avec la chemise, le col haut et tellement très pâle. Y mi tío me decía, Rodrigo, ¿no tienes calor? Quítate un poco eso, porque sé yo, ¿no? Et mon oncle me disait, mais t'as pas chaud, mais enlève ta chemise, enlève tout ça. Y al final del día me lo dijo y yo casi lo mato, ¿no? À la fin de la journée, il me l'a dit et j'ai failli le tuer. Eso yo lo conté en un cuento que está en un libro mío que se llama Vidas de Santos. Cette anecdote, je la raconte dans un livre que j'ai écrit, dans une nouvelle qui s'appelle Vidas de Santos. Vidas de Quiero Santos. decir que con historias como esas también se hace un escritor. No es solo leer los grandes clásicos, que hay que leerlos, obviamente. En écrivant, ça se fait avec ce type de petites histoires aussi, pas uniquement en lisant les grands classiques, même s'il faut les lire, bien sûr. Pero hay un momento donde uno empieza a darse cuenta de que le están pasando cosas dignas de ser un cuento, ¿no? Mais des fois, on finit par se rendre compte qu'on est en train de vivre des choses dignes de devenir une nouvelle. Unos años después de esto, de mi experiencia como vampiro efímero, Bon, quelques années après cette expérience éphémère en tant que vampire, o sea, fui secuestrado en la época de la dictadura argentina y canjeado por mi madre y esto. j'ai été kidnappée par la dictature argentine et échangée contre ma mère. Estuve un día con estos secuestradores que eran de la AAA, que era la Alianza Anticomunista Argentina. J'ai passé une journée avec ces individus. On les appelait la AAA, l'Alliance Alliance Argentine Anticommuniste. Y era un poco desconcertante porque esta gente se preocupaba mucho más por mí que mis padres, me Ce parece, qui est ¿no? déconcertant, parce que ces gens, ils prenaient davantage soin de moi que mes parents. Entonces me acuerdo que me preguntaban insistentemente, me decían, bueno, pero ¿de qué equipo de fútbol eres, no? Oui, ils me disaient, tu soutiens quelle équipe de foot? Y yo, claro, no era ningún equipo de fútbol, nunca me habían regalado mis padres un balón de fútbol porque eran intelectuales y todo Mes eso. parents étaient des intellectuels, on m'a jamais offert un ballon de foot, donc je connaissais rien au foot. Entonces los secuestradores estos me decían, di que no es domingo, porque si no te llevábamos al estadio, que es lo más hermoso que tiene nuestro país. No sé. Donc ils lui ont dit, tu as de la chance, on n'est pas dimanche, sinon on t'aurait amené au stade, c'est l'endroit le plus merveilleux de notre pays. Pero para terminar con este momento autobiográfico, Mais pour finir avec ce moment autobiographique, yo me acuerdo claramente entonces, debía tener 10 años, pensando, tal vez como un mecanismo de defensa, seguramente, esto algún día va a ser un muy buen cuento. je me souviens à cette époque-là, je devais avoir 10 ans, je me disais, peut-être c'était un mécanisme d'autodéfense, je me disais, un jour ça deviendra une belle histoire. De hecho, es el último cuento de un libro mío que se llama Historia Argentina y el cuento se llama La vocación literaria. Et d'ailleurs, c'est la dernière des nouvelles d'un recueil de nouvelles que j'ai écrit qui s'appelle Historia Argentina. Historias El cuento Argentinas. se llama La vocación literaria. Et la nouvelle s'appelle La vocation littéraire. Alors justement, on peut aller dans cette thématique-là parce que le livre, il y a beaucoup au-delà de la figure de Melville, finalement, il y a beaucoup de références à ce que c'est que lire, à ce que c'est qu'écrire. Vous dites à un moment, on n'écrit pas un livre, mais deux. Celui qui sera lu, présumé correct, et un autre sans doute moins soigné, mais cependant infiniment meilleur, autrement plus révélateur des intentions véritables de son signataire. Un livre écrit Sí, bueno, el libro está trufado de reflexiones sobre la lectura y la escritura. C'est vrai que le livre il est truffé de réflexions au sujet de l'écriture et de la lecture. Que para mí son dos de las cosas más interesantes que puede hacer el ser humano, ¿no? Pour moi, c'est deux des choses les plus intéressantes que l'être humain puisse faire. A mí me ha tocado encontrarme con gente a veces que viene y me dice con una especie, como incluso con orgullo, J'ai déjà rencontré des gens qui viennent me dire presque avec fierté, yo nunca leí un libro en mi vida. je n'ai jamais lu un livre de ma vie. Y la verdad que a mí me resulta muy desconcertante la idea de que alguien no haya leído nunca un libro en su vida. Je trouve cela très déconcertant parce que quelqu'un n'ait jamais lu un livre de toute sa vie. Porque, por ejemplo, volviendo al tema de Melville, yo
difícilmente con los años que me quedan me vaya a enrolar en un buque ballenero con un capitán loco. Parce qu'en revenant à l'histoire de Melville, avec les années qui me restent à vivre, je ne pense pas que je pourrais maintenant aller travailler sur un baleinier avec un capitaine fou. Y sin embargo, leyendo Moby Dick puedes vivirlo sin ningún tipo de problema. Mais en lisant Moby Dick, on peut le vivre sans aucun type de problème. La otra cosa sorprendente que también está en mis libros es una especie de, que me sorprende a mí, ¿no? Que es la idea de cuando alguien dice o me dice, escribes de manera muy complicado o tu libro es complicado Il y a autre chose, c'est quand quelqu'un me dit tu écris d'une façon très compliquée ou tes livres sont très compliqués. En ese sentido, yo creo que cada vez hay más narradores y algunos realmente muy, muy buenos y que yo disfruto muchísimo. Il y en a de plus en plus des narrateurs, et certains très très bons, il y en a que j'aime beaucoup. Pero van escaseando los escritores. Mais il y en a de moins en moins d'écrivains. Que son los que yo creo se preocupan y presentan cierta batalla a este mundo completamente audiovisual en el que vivimos. Et à mon avis, c'est eux qui luttent le plus fermement contre ce monde dans lequel nous vivons, qui est uniquement audiovisuel. Es la preocupación por el estilo, ¿no? C'est la préoccupation pour le style. A mí ya, por ejemplo, cuando cojo un libro al azar, lo abro y leo algo como bueno, es un chiste de mis libros anteriores, una frase como giró sobre sus talones, abrió la puerta y salió. Quand je prends un livre, que je l'ouvre au hasard et je lis, il a ouvert la porte, il a tourné sur ses talons, il a ouvert la porte, il est sorti. A mí no me alcanza eso. Yo necesito saber la historia de la puerta, necesito saber si los talones le duelen o no. Ça ne me suffit pas. Moi, j'ai besoin de connaître l'histoire de la porte, j'ai besoin de savoir s'il a mal au talon ou pas. Porque para ver a alguien girar sobre sus talones, abrir una puerta y salir, tengo al cine ya. Parce qu'il suffit d'aller au cinéma pour voir quelqu'un tourner ses talons, ouvrir la porte et sortir. A veces muy bien filmado también. Des fois, c'est très bien filmé d'ailleurs. Y volviendo al tema de lo complejo o de lo complicado de leer, el leer es complicado, quiero decir, pensemos que leer son combinar 28 letras con unos 15 signos, que todo eso se tiene que combinar de diferentes maneras. Après, le fait que lire soit complexe ou compliqué, effectivement, en lisant, on doit combiner 28 lettres avec une quinzaine de signes, et tout ça en même temps. Y eso está negro sobre blanco y se te mete por los ojos. Et c'est couché noir sur blanc et ça te rentre par les yeux. Y llega a tu cabeza y explota. Ça arrive au cerveau, ça explose. Y conforma visiones, ¿no? Et ça crée des visions. O sea, yo no he encontrado todavía una explicación científica que me explique cómo el efecto por qué se produce el efecto de la lectura, ¿no? Je n'ai jamais trouvé d'explication scientifique pour comprendre comment se produit l'effet de la lecture. Que probablemente está ligado también al efecto del recuerdo y de la memoria o del olvido. C'est probablement lié à l'effet de la mémoire et de l'oubli. Que es la manera como reescribimos nuestras propias vidas o c'est la façon dont corregimos. C'est la façon dont nous réécrivons ou corrigeons nos propres vies. Y por eso quiero decir, es algo muy digno de admiración y de respeto y además de asombro, ¿no? Voilà, c'est quelque chose digne d'admiration, de respect et d'étonnement. Me parece que haya un tema más interesante que ese. Je ne pense pas qu'il y a un sujet plus intéressant que celui-là. Il y a un moment, vous dites même dans Melville que lire, c'est la façon la plus proche d'accéder à l'écriture. Enfin, que voilà, il y a cette espèce de proximité. Et ça me fait penser qu'il y a un autre livre de vous qui s'appelle La vitesse des choses. La velocidad de las cosas. Au tout début, vous dites, il y a deux types de lecteurs. Ceux qui disent « Oh là là, ce livre, c'est une idée formidable, quel dommage que je ne l'ai pas eu ». Et l'autre lecteur qui dit « Oh là là, cette idée, elle est formidable, c'est formidable que quelqu'un ait eu l'idée de… » Sí, bueno, yo soy… me hace muy feliz que se le hayan ocurrido… Por ejemplo, a veces te dicen, ¿no? ¿Qué libro te gustaría haber escrito de los famosos, etcétera, etcétera? Entonces, bueno, uno inmediatamente piensa o Moby Dick, o yo pienso Moby Dick o En busca del tiempo perdido, o Matadero 5 de Vonnegut.
Bon. Et des fois, c'est vrai que des fois, on nous demande quel livre parmi ceux qui sont très connus tu aurais aimé écrire. Bon, de suite, moi, je pense à Moby Dick, je pense à La recherche du temps perdu, je pense le troisième. Matadero 5. Ah, Abattoir 5. Abattoir 5. Kurt Vonnegut. Kurt Vonnegut. Pero yo también a veces pienso, si, yo no sé si Proust, que escribió En busca del tiempo perdido, que probablemente es una de las cumbres absolutas de la literatura, de la escritura. Je ne sais pas si Proust, qui a écrit À la recherche du temps perdu, que pour moi est l'un des sommets de la littérature. Y de mi vida como lector. Et de ma vie en tant que lecteur. Yo estoy seguro que él no la pasó tan bien escribiéndolo como yo leyéndolo. Ah, je suis sûr que lui, il ne s'est pas amusé autant quand il était en train de l'écrire que moi en train de le lire. Entonces yo, cuando me dicen, ¿te hubiera gustado escribir En busca del tiempo perdido? No estoy del todo seguro porque me privaría del placer de haberlo leído hecho por otros, ¿no? Donc, quand on me demande est-ce que tu aurais aimé écrire À la recherche du temps perdu, je ne suis pas sûre parce que j'aurais été privée du plaisir de le lire, en fait, de lire quelque chose écrit par quelqu'un d'autre. Tiene también que ver con esa pregunta clásica que es ¿qué libro te llevarías a una isla desierta? ¿No? Bon, ça a un lien aussi avec cette question des fois qu'on pose quel livre prendrais-tu pour aller dans une île déserte? Es una pregunta que yo nunca entendí muy bien porque si llegas a una isla desierta es que naufragaste y el libro se debe haber mojado también, supongo, ¿no? Une question que j'ai jamais compris parce que si on arrive sur une île déserte, c'est que forcément on a été victime d'un naufrage et là le livre, toutes les pages sont trempées en fait. Entonces cuando me preguntan eso yo siempre digo, me gustaría naufragar en una isla que tenga una muy buena biblioteca ya. Donc quand on me pose cette question, je dis j'aimerais échouer sur une île où aurait une très très belle bibliothèque. Desierta pero con biblioteca. Une île déserte mais avec une bibliothèque. Alors il y a quelque chose, et peut-être que finalement ce que vous dites à propos de la lecture et de l'écriture, on n'y est pas loin. Il y a quelque chose dans Moby Dick, et peut-être aussi chez Melville plus généralement, qui touche à cette recherche de l'absolu. Il y a ça dans Moby Dick, c'est aussi une quête mystique. Alors j'aimerais bien que ça, peut-être que l'attrait que ce qui vous plaît tant dans Moby Dick, c'est ça aussi, c'est cette part de... Parce que vous faites référence à la fin, à un moment où, ça je ne savais pas, où Melville aurait fait du spiritisme à la fin de sa vie. Sí, bueno, lo del espiritismo, muchos escritores de esa época se puso muy de moda el tema del... se llamaba espiritualismo, ¿no? Ça s'appelait spiritualisme et beaucoup d'écrivains de cette époque-là s'y sont essayés. Ouais. Uno que a mí me intrigó mucho, uno de los más apasionados, practicantes y más crédulos en ese sentido. Justement, j'étais très impressionnée. Il y a l'un des plus passionnés dans ce sens et des plus crédules. Fue paradojalmente Arthur Conan Doyle, que es el inventor del personaje más racional y más incrédulo de la historia, que es Sherlock Holmes. A été justement Arthur Conan Doyle, qui est l'auteur du personnage le plus rationnel et le plus incrédule de toute l'histoire. Pero el boom de eso se debió básicamente a que hubieron muchas guerras donde murieron muchos hijos. Mais ce boom a été propulsé par le fait qu'il y a eu plusieurs guerres et des parents ont perdu un certain nombre d'enfants. Entonces los padres y las madres querían hacer contacto con... Donc les parents, les pères, les mères voulaient contacter leurs enfants. Pero sí es cierto que como historia de escritor la de Herman Melville es muy interesante porque hay un cambio radical. Mais c'est vrai qu'en tant qu'écrivain, l'histoire de Herman Melville est très, très intéressante parce qu'il y a un changement qui est radical. O sea, Melville comienza escribiendo libros de viaje un poco aventureros, bastante mentirosos. Il commence en écrivant des récits de voyage avec pas mal de mensonges. Sobre sus viajes como marinero y su experiencia incluso en motines y conviviendo con caníbales. Il mentait sur son expérience, sa participation à des mutineries, le fait qu'il a vécu avec des cannibales. Y entonces Melville es un bestseller con esos tipos de libros, empieza siendo un bestseller. Donc au début, c'est des best-sellers qu'il écrit avec ce type de livres. Pero conoce a Nathaniel Hawthorne y entonces se propone crecer él como escritor para estar a la altura
de Hawthorne, a quien consideraba su maestro. Mais là, il fait la connaissance de Nathaniel Hawthorne, qu'il considère comme son mentor. Donc, il commence à essayer de s'élever dans l'écriture pour être au niveau de son mentor. Y es a quien le dedica a Moby Dick, finalmente, que es un libro que empieza siendo otra novela como de viajes, con un personaje llamado Ismael que llega a embarcarse a Nantucket. Et c'est justement un autre qu'il dédie, Moby Dick, qu'au début commence en tant que... C'était un autre roman complètement différent, avec ce personnage Ismaël qui s'embarque sur un baleinier. Que es un nombre bíblico, ¿no? C'est un nom biblique, d'ailleurs. Y que ya desde la primera frase empieza a enrarecerse, porque la primera frase de Moby Dick, que es muy citada, es Call me Ishmael. Et là, depuis la première phrase, on commence ça annonce un petit peu la couleur. Ça dit « Call me Ismaël, appelle-moi Ismaël ». Ya plantea una rareza, porque quiero decir, para una novela de la época hubiera empezado diciendo My name is Ishmael. Parce que pour un roman de l'époque, il aurait commencé en disant mon nom est Ismaël. Pero Call me Ishmael ya genera un punto de incertidumbre que no sabes. Significa llámenme Ismael, pueden llamarme Ismael, para ustedes soy Ismael. Mais voilà, et là, le fait de commencer comme ça, Call me Ismaël, on ne sait pas si on doit l'appeler Ismaël, si on peut l'appeler Ismaël, s'il demande uniquement qu'on l'appelle Ismaël. Voilà. Y la novela está llena de momentos así. Para mí hay uno que me parece formidable y me intriga muchísimo y que además es completamente inesperado, en un capítulo que se llama The Fountain, que se refiere al chorro que sale de las ballenas. Il y a plein de moments comme ça, incertitude. Il y en a un que j'aime beaucoup, c'est un chapitre qui s'appelle La Fontaine, et ça fait allusion au jet qui sort des baleines, qui expulse les baleines. Hay un momento allí donde la acción se detiene y leemos una frase que dice: escribo esto en mi escritorio de Nueva York el día tal, a tal hora, bla, 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 que Melville entra en el libro por un par de líneas. Et tout d'un coup, l'action s'arrête, et là, Melville rentre dans l'action sur 2 lignes en disant « J'ai écrit celui-ci à mon bureau à New York, tel jour, à telle heure ». Y sale para ya no volver a entrar, pero sí genera en el lector una idea de que hay una persona fuera de esto que está organizando todo esto que estamos leyendo. Ensuite, il sort, mais bon, ça crée, ça fait naître chez le lecteur l'idée qu'il y a quelqu'un d'extérieur à l'histoire qui est en train d'organiser tout le récit. En ese sentido, siempre digo que la literatura norteamericana está fundada sobre 4 grandes pilares. Donc c'est pour ça que j'ai dit que la littérature américaine est fondée sur 4 principaux œuvres. Una es la letra escarlata de Hawthorne, que es la novela de la represión sexual y de la culpa. La lettre écarlate, qui parle de la répression sexuelle, qui parle de la culpabilité. Y de la pasión desatada, finalmente. Et de la passion déchaînée, finalement. Pues está la road novel narrada en primera persona con un narrador muy próximo al lector, que es Las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain. Après, il y a les aventures de Huckleberry Finn de Mark Twain. C'est le roman rose raconté presque en première personne, très proche, avec un narrateur qui est très proche du lecteur. Luego están las novelas de Henry James, como Retrato de una dama, que además Henry James se va a vivir, deja Estados Unidos y se va a vivir a Londres, y que es el que narra la idea del norteamericano volviendo al viejo mundo y enfrentándose a todo eso. Après, il y a les romans de Henry James qui justement... El retrato de una dama. El retrato de una dama. Le portrait d'une dame. Et en fait, il quitte les États-Unis, il va vivre à Londres et il véhicule cette idée de l'homme du nouveau monde qui revient au vieux monde, en fait. Y por otra parte está Moby Dick de Melville, que es la novela del hipersimbolismo absoluto, donde todo simboliza absolutamente todo. Et finalement, il y a le roman Moby Dick où tout symbolise tout et tout est absolument symbolique. Y que llega hasta nuestros días con, no sé, Thomas Pynchon y David Foster Wallace y Dennis Johnson y William Gass, todos los grandes maximalistas norteamericanos. Et on arrive jusqu'à nos jours avec tous les grands maximalistes nord-américains mentionnés. Lo
que no quita, a mí siempre me gusta decir esto, y lo dije el otro día en París, que para mí hay una última paradoja a la hora de cuál es la gran novela americana. Je l'ai dit l'autre jour à Paris, pour moi, il y a un paradoxe au sujet de savoir quel est le plus grand roman américain. Que tiene la paradoja que está escrita por un ruso durante la Guerra Fría y en inglés, que es Lolita de Nabokov. Pour moi, il s'agit de Lolita. En fait, c'est un livre qui a été écrit par un Russe pendant la guerre. Y que es una novela que tiene todos los elementos de los 4 pilares que yo dije. Está la represión sexual, la culpa y la sexualidad desatada. C'est justement un roman qui synthétise tout ce qu'il y a dans les 4 piliers que j'ai mentionné précédemment. Il y a la culpabilité, il y a la sexualité réprimée, il y a la sexualité déchaînée aussi. Es una road novel narrada con una primera persona muy potente. C'est une road novel contée à la première personne d'une façon très très puissante. Tiene esta idea del viejo mundo y el nuevo mundo porque Humbert es un europeo que llega a corromper, en teoría, la inocencia norteamericana. Il y a cette idée de l'affrontement entre le nouveau monde et le vieux monde parce que Humbert c'est quelqu'un qui, en théorie, vient corrompre justement la société américaine. Finalmente, como Moby Dick es hipersimbólica también, ¿no? No sabemos si Humbert es malo, si Lolita es buena, si Lolita es mala y Humbert está poseído. Lo mismo que ocurre con Moby Dick, ¿no? Donc c'est à peu près la même chose qui arrive avec Moby Dick. On ne sait pas si Humbert est possédé, s'il est démoniaque. On ne sait pas si Lolita c'est un personnage positif. On ne sait pas si elle est mauvaise, si elle est... Voilà. Y es un personaje como Ahab también, ¿no? Está a la casa de una especie de fantasía absoluta. C'est comme le personnage du capitaine Moby Dick à la chasse, à la poursuite d'un absolu. Merci, c'était vraiment très très éclairant ça. Et alors peut-être il y a cette littérature américaine où aussi il y a ça arrive pas ailleurs, mais tous ces écrivains qui changent, qui rajoutent une lettre ou qui en enlèvent une. Parce que Melville, il a rajouté une lettre, Hawthorne, il en a rajouté une aussi, Faulkner, il en a rajouté une aussi. Sí, está mencionado en el... Sí. J'en parle dans mon livre, oui. Et Frezan, toutes les lettres, elles y sont depuis. Il n'y en a pas de. Hasta donde sé, sí. Jusqu'à que je sache, tout va bien. Creo que, en realidad creo que quitaron que es que cuando, o sea, mi abuelo era descendiente de vascos franceses. Mon grand-père est descendant des Basques français. Entonces creo que era con la C, con la cedilla y era Fresson, no oui. Con la S. Je crois qu'il y avait un C cedilla. Et ça hay muchas teorías del apellido, no sé, otros dicen que viene de Venecia también por d'autres disent que le nom de famille vient de Venise. C'est pour ça que je parle de Venise aussi dans le livre. Peut-être que vous avez des questions pour Rodrigo ou des commentaires ou quelque chose. Hay una última cosa que quería agregar en cuanto a lo que dijiste de la parte fantástica de la novela. Je voulais ajouter quelque chose à ce que tu as dit au sujet de la partie fantastique du roman. Quería recalcar la idea que para mí es realista en el mejor sentido de la palabra. Je voulais souligner l'idée que pour moi, le roman est réaliste dans le meilleur sens du terme. Volviendo a eso que había dicho de Nabokov, de que la realidad está sobrevalorada. En revenant sur ce que Nabokov a dit au sujet du fait que la réalité est surfaite. Y yo siempre cito mal, porque no lo cito textual, pero lo parafraseo, un ensayo de Jorge Luis Borges. Je cite souvent un essai de Jorge Luis Borges. Que se llama El escritor argentino y la tradición. Et qui s'appelle L'écrivain argentin et la tradition. Por el oro ya escucho esto 2 veces, ¿no? Lo escucho no, que dice, más o menos dice, puesto que tenemos que resignarnos a la fatalidad de ser argentinos. Et cela dit, puisque nous devons nous résigner à la fatalité d'être argentin. Nos queda el consuelo de que nuestro tema es el universo entero. Nous avons la consolation que notre sujet est l'univers tout entier. En ese sentido, a mí me gusta mucho,
O sea, yo no voy por el mundo envuelto en una bandera argentina como escritor argentino, Je ne me balade pas drapé dans le drapeau argentin en tant qu'écrivain argentin, pero me gusta mucho esa especie de vacuna que se nos ha inoculado desde el principio de nuestra vocación, mais j'aime bien cette espèce de vaccin qui nous a été administré tout au début de notre vocation, por la que no estamos obligados a contar como testigos lo que ocurre en nuestro país o en nuestro tiempo o en nuestra historia. qui fait que nous ne sommes pas obligés de raconter de force ce qui arrive dans notre époque, dans notre pays, forcément. Por eso a mí me gusta pensar que Melville es un libro muy argentino. C'est pour cela que j'aime penser que Melville est un livre très argentin. Peut-être alors une question sur la façon dont vous vous placez dans la tradition de la littérature argentine, parce que est-ce qu'encore aujourd'hui Borges est un poids, ou le fait que on ne soit plus aussi dans cette littérature de la fin du XXe siècle, du réalisme magique, on est passé à autre chose. Est-ce que ça vous a libéré aussi? Bueno, el realismo mágico en Argentina nunca tuvo el efecto que en otros países de Latinoamérica. Le réalisme magique en Argentine n'a jamais eu le même effet que dans d'autres pays d'Amérique latine. Y para mi generación, tal vez para la generación inmediatamente anterior sí, pero para mí nunca significó un problema Borges. Borges n'a jamais été un problème pour moi, peut-être pour la génération qui m'a précédée. O sea, nunca sentimos que teníamos que matar a Borges para ser escritores. Nous n'avons jamais ressenti le besoin de tuer Borges pour devenir écrivain. O sea, tal vez un escritor colombiano tenga más problemas con García Márquez, por ejemplo. Peut-être qu'un écrivain colombien a davantage de problèmes avec García Márquez. Yo no tengo ningún problema con Borges, la verdad. Me gusta mucho. Voy a decir, me gusta más Adolfo Bioy Casares que Borges, incluso. Adolfo Bioy Casares. Adolfo Bioy Casares, je le préfère à Borges d'ailleurs. Que es autor de un libro que se llama La invención de Morel, que para mí es C'est una de las l'auteur d'un cumbres. livre qui s'appelle L'invention de Morel. Pour moi, c'est une sommité. Y el único problema que pude tener con Borges, esto es una historia cierta, Et le seul problème que j'ai pu avoir avec Borges, et ceci est une histoire vraie, antes de ser escrito, yo ya escribía, pero no había sido editado todavía. j'écrivais déjà à l'époque, mais j'avais jamais été édité. Debería tener Je devais avoir 23 años. 23 ans. Estaba en la calle con mi novia de entonces J'étais dans la rue avec ma petite amie de l'époque. y estábamos discutiendo. O sea, fue una novia mía con la que básicamente discutíamos. Bon, c'est une petite amie avec laquelle je me disputais tout le temps, basiquement. Entonces, en un momento ella como me empujó y me pegó y salió corriendo, À un moment donné, elle m'a poussé, elle m'a frappé et elle est partie en courant. y yo salí corriendo detrás de ella. Et je le poursuivis. Y ella hacía mucha gimnasia y aerobismo, o sea, estaba en mucho mejor forma que yo. Elle faisait beaucoup d'aérobic, donc elle était en meilleure forme que moi. Pero entonces no la alcancé y doblando una esquina sentí como que atravesaba una membrana. Algo. Et je l'ai pas rattrapé, mais à un moment donné, en tournant une rue, j'ai senti comme si j'avais traversé une membrane. Y por el costado del ojo vi como que algo grande volaba por el aire y no entendía Et qué era. du coin de l'œil, j'ai vu quelque chose énorme voler. Entonces cuando me acerqué a ver qué había pasado, vi que lo que yo había atropellado y había hecho volar por los aires era Borges, que estaba en el suelo, Et aferrado finalement, a su bastón. Quand je suis venu voir, il y avait Borges étalé par terre et il tenait fermement sa canne. Y empezó como a juntarse gente alrededor, ¿no? Et les gens commençaient à se masser autour. Y yo me acuerdo claramente de Borges diciendo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Et je me ¿No? souviens très clairement de Borges qui disait « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Y yo, que era como todo escritor, tenía una parte bastante miserable, que es una de las cualidades obligatorias para ser escritor. Et moi, en tant qu'écrivain, j'avais une partie assez misérable. C'est l'une des qualités indispensables pour être écrivain. Mientras la gente se iba juntando alrededor y me decían cosas tipo, pibe, mataste a Borges, mataste a Borges. Et pendant que les gens se massaient autour en disant « Gamin, t'as tué Borges ». Lo que pensé yo, y esto habla muy mal de mí, es, no importa que escriba una obra maestra de la literatura, siempre voy a ser recordado como el tipo que mató a Borges. Même si j'écris un chef-d'œuvre de la littérature, on se souviendra toujours de moi comme la personne qui a tué Borges. Y tengo que decir, si tengo que ser, que no me acuerdo, y esto me pesa,
Et je me souviens si lo pas. ayudé a levantarse o no, porque yo estaba como petrificado. Je me souviens pas si je l'ai aidé à se relever ou pas parce que j'étais tellement pétrifiée. Mi novia había vuelto sobre sus pasos y se mataba de la risa. Ma petite amie était revenue sur ses pas et elle était morte de rire. Y lo tremendo es que al poco tiempo de eso, Borges se fue a Suiza. Et ouais, ce qui est terrible, peu de temps après ça, Borges il est parti en Suisse. Y murió. Il est mort là-bas. Y yo me acuerdo leyendo el periódico, viendo si había tenido lesiones internas o había pasado algo. Et je me revois en lisant les journaux pour chercher s'il avait eu des blessures internes, voilà, s'il était mort des suites de cette chute en fait. Pero me acuerdo que, o sea, yo vivía con esta novia con la que discutíamos todo el tiempo. Bon, je vivais avec cette petite amie avec laquelle on se disputait tout le temps. Y bajé a comprar el periódico y el titular era en letra catástrofe, murió Borges. ¿No? Je suis descendu acheter le journal et je vois en lettres énormes Borges est mort. Y me acuerdo que me fui directamente a la casa de mi madre y nunca volví con mi novia. Et je me souviens, je suis parti directement chez ma mère et je suis jamais revenu avec ma petite amie. Eh bien, merci beaucoup. Alors, donc, terminamos con la muerte de Borges, qué genial. On finit avec la mort de Borges, génial. Oui, c'est pas mal. ¿En francés o en español? En español. Lo que quería preguntar, vamos, tenía algunas preguntas que hacerle y es ¿qué relaciones tiene usted con los escritores de su generación? Quel rapport avez-vous avec les écrivains de votre génération? ¿Cómo es vivir en Barcelona? C'est comment vivre à Barcelone? Y si nos puede hablar de, ya que ha mencionado esa anécdota con Borges, de su época de formación en Pouvez-vous nous parler Argentina, de votre époque de formation en Argentine? A mí no me gusta tanto pensar en escritores de mi generación por edad. J'aime pas penser aux écrivains de ma génération selon l'âge, Ni siquiera por nacionalidad, même pas par nationalité. Sino por escritores que admiro y que me gustan, ¿no? Je pense surtout aux écrivains que j'admire et que j'aime. O sea, escritores de mi generación que yo conocí y sigo conociendo y son Alan Pauls y Martín Caparrós y Daniel Goebel, que admiro mucho. Il y a Alan Pauls, Martín Caparrós. Pero después, por ejemplo, para mí Enrique Vilamatas es el escritor español más argentino que existe. Pour moi, Enrique Vilamatas, c'est l'écrivain espagnol le plus argentin qui existe. Es muy amigo mío. C'est un très bon ami. Roberto Bolaño para mí es el escritor argentino más chileno que existió. Roberto Bolaños est pour moi l'écrivain argentin le plus chilien qui existe. O sea que no soy muy consciente, no me gusta pensar en generaciones ni. También es cierto que la literatura argentina somos todos como planetas autónomos. Dans la littérature argentine, nous sommes tous comme des planètes autonomes. Que nos llevamos bien. On s'entend bien. Pero cada uno tiene su planeta. Mais chacun a sa planète. Es un poco como los dibujos estos del Principito con el planeta pequeño y una persona parada en cada planeta. C'est un peu comme les dessins du Petit Prince. Voilà, chacun debout sur sa petite planète. En cuanto a la formación mía, es un poco, no es muy ortodoxa porque yo no tengo el colegio primario terminado. Au sujet de ma formation, elle est très orthodoxe. Je n'ai pas fini l'école primaire. O sea, para la ley argentina yo estoy tipificado como semi-analfabeto. Pour la loi argentine, je suis classifié en tant que semi-analphabète. O sea, sé leer y escribir, pero no terminé el primario. Je sais lire et écrire, mais je n'ai pas fini l'école primaire. Y no es que no lo terminé, sino que por un tema de programas educativos, cuando nos tuvimos que ir a Venezuela de un día para el otro por el tema de la dictadura. Et c'est pas que je l'ai pas fini, c'est que à cause de la dictature, à un moment donné, on a dû fuir vers le Venezuela. Et il y avait pas le même programme éducatif. Entonces estudié buena parte del secundario en Venezuela, volví a Argentina y se perdió mi legajo completo en el Ministerio de Educación. Donc tout le collège, je le fais au Venezuela et au retour, toutes les attestations ont été perdues au ministère d'Éducation. Pero mi gran momento formativo o deformativo como escritor tuvo lugar en Caracas, en Venezuela. Mais mon grand moment formateur ou déformateur a eu lieu à Caracas, au Venezuela. Donde a mí en un momento me expulsaron del colegio. À un moment donné, j'étais expulsée du collège. Y no le dije nada a mis padres. J'en ai pas parlé à mes parents.
Y estuve 2 años fingiendo que iba al colegio sin que mis padres se dieran cuenta. Pendant 2 ans, je fais semblant d'aller au collège et mes parents, ils s'en ont pas rendu compte. Entonces iba a leer todo el tiempo a una biblioteca, entonces, por ejemplo, decía, nunca leí mejor y más profundamente porque necesitaba escapar de la realidad. C'est l'époque où j'ai lu le plus profondément parce que j'avais besoin de m'évader de la réalité. Entonces yo me acuerdo que, por ejemplo, leía todo Tolstoy, empezaba a leer a Tolstoy y decía, bueno, cuando termine Tolstoy se los digo. Y cuando terminaba con Tolstoy decía, vamos a seguir con Dostoïevski. Y así fui como hilando. Et en fait, je me disais, bon, quand j'aurais fini Tolstoï, une fois que j'avais commencé, j'en parlerai à mes parents. Après, je me disais, bon, non, là, je vais entamer Dostoïevski. Quand je l'aurai fini, là, je leur en parlerai. Hasta que un día, 2 años después, como digo, Jusqu'au jour où, 2 ans plus tard, mi padre necesitaba hacer un trámite y se había olvidado de mi número de DNI, del documento. mon père avait besoin de faire une démarche et il ne se souvenait plus de mon numéro, du numéro de ma carte d'identité. Y llamó al colegio para hablar conmigo, para preguntármelo. Il a appelé le collège pour me demander, justement, pour que je lui fasse passer mon numéro de DNI. Y entonces ahí le dijeron, señor Fresán, su hijo no viene a este colegio desde hace 2 años. Et là, on lui a dit, mais monsieur, votre fils, il fréquente plus ce collège depuis 2 ans. Y ahí, para usar un término cinematográfico, funde a negro y no... Et là, pour employer un terme cinématographique, tout devient noir. Fondu noir. Ya pueden imaginarse cómo sigue. Pero básicamente, digamos, en perspectiva, para mí fue lo que más me sirvió. Yo ya quería ser escritor desde siempre, y entonces la verdad que haber terminado el secundario y aprender polinomios y sistema nervioso y eventualmente haber tenido una carrera universitaria hubiera sido una pérdida de tiempo. Mais je voulais être écrivain, voilà, donc continuer mes études, apprendre les maths, apprendre le système nerveux, apprendre d'autres choses, ça aurait été une perte de temps en fait. Je savais déjà ce que je voulais faire. Ah, bueno, Barcelona es una... A mí me irrita un poco la fama de Barcelona como el boom y qué sé yo. Ah, ça m'agace. La renommée de Barcelone, ça m'agace un peu, oui. No, pero bueno, pero es que la verdad, porque básicamente quiero decir, los que no saben y compran la idea de Barcelona como lugar de acogida del boom latinoamericano, tienden a pensar que García Márquez escribió 100 años de soledad en Barcelona y que Conversación en la Catedral Vargas Llosa la escribió en Barcelona. Oui, ceux qui achètent l'idée de Barcelone en tant que lieu d'accueil pour les écrivains sud-américains pensent que García Márquez a écrit 100 ans de solitude à Barcelone, que Vargas Llosa a écrit Conversation dans la cathédrale à Barcelone. Cuando en realidad estuvieron 3 años de fiesta y no escribieron ningún libro mientras estuvieron allí. Alors qu'en réalité, ils y ont passé 3 ans à faire la fête, ils ont écrit aucun livre là-bas. El caso de Bolaño es diferente porque sí escribe en Cataluña toda su obra, ¿no? Oui, le cas de Bolaño c'est différent parce qu'il écrit toute son œuvre basée sur la Catalogne. Ça, c'est différent. Bolaño era un tipo fuimos muy amigos. Yo lo conocí en el 99 y murió en el 2003, pero nos veíamos muy seguido. Nous avons été très amis. Je l'ai rencontré en 99. Il est mort en 2003, mais on se voyait souvent. Nous étions très liés. No hablábamos mucho ni de lo que hacíamos, hablábamos de lo que leíamos y hablábamos fundamentalmente de Gran Hermano, el programa de televisión. On ne parle pas beaucoup de ce qu'on écrivait, on parlait surtout de ce qu'on lisait et beaucoup de cette émission de télé, le Big Brother. Hablábamos de eso. On parlait de ça. Y bueno, tengo muchas historias de Bolaño, pero nos podemos quedar toda la noche. J'ai beaucoup d'histoires de Bolaño, mais on pourrait y rester toute la nuit. Bonjour. Puedo hablar, no sé si hablo en español de España o en español de Argentina. No, mentira. No, mentira, fue una broma. Yo ayer estaba por la ciudad buscando trabajo y estaba medio deprimido porque no conseguí trabajo. Y por casualidad de la vida me metí ahí en la librería y vi que hoy venía Rodrigo Fresán. Hier, je me baladais dans la ville, j'ai cherché du travail. J'étais un peu déprimée, je ne trouvais pas. Et par hasard, je suis rentrée dans la librairie en face et j'ai vu justement l'affiche comme quoi vous alliez être là aujourd'hui. Sí, y creo que es como una especie de afinidad electiva. Ah, c'est une affinité élective. Oui. Élective. Porque es el único, creo que ahorita en el mes de febrero tú eres el único en español
viene. Sur le mois de este mes. février, vous êtes le seul écrivain à langue hispane qui s'est produit ici. Y bueno, yo vengo de Venezuela, yo tengo aquí unos meses nada más, no de Caracas, yo vengo de la ciudad de Mérida. No sé si que... Je suis Por cierto vénézuélien de la ville de Mérida. Que por cierto, ahí fue que César Aira escribió el Congreso de Literatura. Sí, con Carlos Fuentes y la novela. En Mérida. Y bueno, yo siempre he estado pendiente de... Tú tienes muchos videos en YouTube, yo he visto algunas J'ai vu certaines de tes vidéos sur YouTube. algunas de las entrevistas, algunos de los conversatorios con Caparrós, con Paul. Y bueno, a mí me gusta mucho la literatura argentina en general. Todos los escritores que J'aime beaucoup la mencionaste. littérature argentine, tous les écrivains argentins. Entonces, por eso digo que es como una afinidad lectiva y un escritor que, bueno, todos los escritores argentinos son buenos, pero un escritor que últimamente me gusta mucho, no sé si te gustará, porque como tú dices, cada uno tiene su estilo, pero Čapek. Ahorita es... Schaeffer, c'est en un estos momentos écrivain. Murió a principios. Un Sí, en écrivain. este momento ahora es mi escritor favorito argentino. En ce moment, c'est mon écrivain favori, je l'aime beaucoup. Porque Él vivió en Venezuela Me- muchos años. Sí, Même sí, si tous les también écrivains eso, y argentins él- sont très bons. Y él fue a Mérida. Y una de las cosas de Čapek es que él, lo que tú decías, que me parece interesante, que también es una marca en algunos, como tú dices, porque también hay algunos escritores argentinos que les gusta Il y a des écrivains argentins qui pues, aiment, exaltar su nacionalidad y tal como qui todo. aiment mettre en avant Siempre leur hay como nationalité. distintas tradiciones. Il Bueno, y a estoy toujours hablando des, mucho. il y a toujours des traditions différentes. Y Čapek Mais Čapek decía algo como lo que tú decías hoy, que él, disait quelque chose, o sea, se sentía argentino, pero al mismo tiempo trataba de Il se no sentait llevar la argentin. bandera y eso. mais il essayait de ne pas porter tout le temps, de ne pas être drapé dans le Sí, drapeau argentin. que probablemente sea lo más argentino que hay como actitud. Exacto. ¿no? D'ailleurs, c'est peut-être la plus argentine des attitudes. Sí, también, bueno, en Venezuela echamos bromas, no digo nada. Pero disculpa que he hablado mucho, pero no, me quería pues decir algo, no sabía qué decir, no sabía Désolé qué de preguntar, pero trop parler, mais je no, voulais y dire estoy quelque chose. contento de Je suis haberte content. visto y imagínate, yo te Content había de visto t'avoir vu. y no, estoy contento y yo en serio, en YouTube así, ¿sabes? Como uno ve, no, C'est yo le vrai, dije, sur YouTube. ella es mi novia, se llama Genesis. Ah, Y c'est yo ma le petite dije, amie. no, amor, vamos a ir porque... Et je lui dis, il faut y Mira, aller, il yo faut le y dije, aller. no, mira, él es un Bueno, pues escritor muchas argentino. Oye, ojalá que encuentres trabajo. Ojalá, Je te ojalá. souhaite de trouver du No, es que está travail. difícil ahorita. C'est difficile ici. Entonces, bueno, no, quería compartir eso y bueno, si nos No. quieres contar alguna otra anécdota Je voulais de partager ça. Bolaño Et o si- alguna otra... si tu veux partager. No tienen que irse a comer a sus casas. Ah, Bueno, aquí el vous metro, devez aquí pas el aller metro está a las dîner, hasta las 3 de la peut-être. mañana. No, con Bolaño siempre me acuerdo o sea, Bon. lo que una vez que me impresionó mucho, tenía muchísimas historias, ¿no? Pero Bon, una avec- vez... Avec Bolaño, il y avait, j'ai beaucoup d'histoires. Mais une fois, bueno, ¿quieres preguntar? Oui, oui, ok. C'est bon. Allez-y. Ah, una vez, bueno, Bolaño vivía en Blanes, que queda como a 2 horas de Barcelona, y venía, siempre pasaba por casa. Bolaño, il vivait à Blanes, c'est à peu près à 2 heures de Barcelone. Il passait toujours à la maison. Entonces iba a la librería de la Central, compraba libros, tomábamos algo, Il allait à la librairie La Centrale, il achetait des livres, on prenait quelque chose, on buvait quelque chose. y yo lo acompañaba hasta el tren en Plaza Cataluña. Et je l'accompagnais jusqu'au train, Place Catalogne. Y una vez me pidió un libro prestado, creo que era de Stendhal o algo por el estilo, que era un autor que él... Une fois, il Amava. m'a emprunté un livre de Stendhal, je pense. C'est un auteur qu'il adorait. Y lo acompañé hasta el tren y subió al tren y, bueno, yo lo vi que entró en la estación, se fue, yo me volví a casa y empezó a caer una tormenta bíblica, ¿no? Donc là, je l'accompagne au train, je le vois partir, je reviens à la maison et là, il commence à pleuvoir vraiment des cordes, ça, une pluie biblique. Entonces, como a la hora tocan el portero eléctrico de mi casa, Au bout d'une heure à peu près, ben, on a sonné à l'interphone en bas. entonces escucho una voz que dice, Rodrigo, ábreme, soy Roberto, ábreme, ábreme. Donc j'entends une voix, Rodrigo, c'est moi, Roberto, ouvre-moi, ouvre-moi. Entonces sube a casa y está completamente empapado, Donc mojado, là, il pero monte, como que lo hubieran sumergido en una tina y lo hubieran sacado. Il monte chez moi, il était complètement trempé, comme si on l'avait vraiment trempé dans une bassine d'eau. Y le abro la puerta y digo, Roberto, ¿qué pasó si yo te dejé en el tren? ¿Qué haces aquí? Et je lui demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai laissé au train, qu'est-ce que tu fais ici? Entonces me dice, Rodrigo, he matado a un hombre. Il me dit, Rodrigo, j'ai tué un homme. Y yo, ¿qué?
O sea, ¿cómo que mataste a un hombre? Et je lui dis, mais quoi? Si, Comment si. comment t'as tué un homme? Sí, me dice, estaba en el andén esperando a subirme al tren y vinieron como una banda de punks. Et j'étais sur le quai en train d'attendre pour monter dans le train. Et là, il y a une bande de punk qui arrive. Y tenían navajas y me querían quitar el libro de Stendhal que me habías prestado. Ils avaient des couteaux et ils voulaient me prendre le livre Stendhal que tu m'avais prêté. Y para mí era un libro muy importante porque era Stendhal y me lo prestaste tú, entonces me puse a forcejear con uno, le quité la navaja y le corté el cuello. Et là, bon, pour moi, bon, déjà, c'est un auteur que j'adore, c'est toi qui me l'avais prêté, donc j'ai commencé vraiment à me défendre. Et j'ai réussi à attraper le couteau et là, je lui ai coupé le cou. Entonces yo lo miro y me estoy como lívido, ¿no? Digo, Roberto, pero... Et là, je le regarde, livide, mais je dis, mais quoi? Y me dice, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? He matado a un hombre. Et là, il me dit, mais qu'est-ce que je fais maintenant? J'ai tué un homme. Entonces le digo, mira, si quieres te acompaño, vamos a la comisaría y presentamos la denuncia porque fue en defensa propia, ¿no? Donc je lui dis, ben, si tu veux, on va à la police, on va porter plainte. De toute façon, c'était la légitime défense. Y me mira y me dice, ¡ah! Qué bonito, un escritor argentino entregando a un hermano escritor chileno, ¿no? Et là, il me dit, ah, c'est beau ça, un écrivain argentin qui veut dénoncer un frère chilien. Un frère chilien. Entonces digo, bueno, Roberto, entonces, no digamos nada, esperemos que no haya habido una cámara que grabó la escena y tal vez no pasa nada y esto queda en nada. No. Donc là, je lui dis, ben, écoute, si tu veux, on attend de voir, on fait rien, peut-être qu'il n'y avait pas de caméra, peut-être que ça n'a pas été enregistré, bon, on fait le mort. Entonces me dice, Rodrigo, pero ¿cómo me dices eso? O sea, hoy a la noche cuando yo arrope a mi hijo en su camita con las manos tintas en sangre, ¿cómo voy a poder soportar la culpa de lo que he cometido? Et là, il me dit, mais comment tu peux me dire une chose pareille ce soir quand je vais border mon fils avec les mains couvertes de sang? Comment je vais pouvoir affronter une chose pareille? Yo estaba desesperado y digo, bueno, Roberto, no sé, ¿qué quieres que hagamos? Una cosa no y otra cosa tampoco, no sé qué cosa. Entonces, et là, j'étais désespérée, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Enfin, une chose, ça te va pas, l'autre, ça te va pas non plus. Entonces nos quedamos así mirando y Roberto me mira y me dice, pero Rodrigo, si yo no puedo matar a una mosca, ¿cómo te crees esto? Et là, il me regarde et me fait, mais Rodrigo, je tuerai pas une mouche, comment t'as pu gober un truc pareil? Yo le dije, lo que no puedo creer es que te hayas venido bajo la lluvia cuando te tenías que subirte a un tren a hacer esto, no puedo creerlo. Et là, je lui dis, ce que j'arrive pas à croire, c'est que tu sois descendu du train, que tu sois arrivé chez moi trempé sous la pluie pour me faire juste cette farce. Entonces me dice, no, es que estaba en el tren, estaba en el andén esperando que llegue el tren y se me ocurrió y dije, estaría buenísimo volver y hacerle esto a Rodrigo. Mais là, il me dit, écoute, j'étais sur le quai, je réfléchis, je me suis dit, ah... Ça me plairait bien de retourner chez lui pour lui faire cette farce. Todo el tiempo hacía cosas así. Non, il faisait tout le temps des choses comme ça. Moi, je voulais juste vous poser la question. Pourquoi vous avez choisi Est-ce que c'est vous qui avez choisi ou vous avez donné votre accord le bout de la tête de Melville ou c'est quelqu'un d'autre? No, la portada la diseñó mi hijo que tiene 16 años. C'est mon fils de 16 ans qui a dessiné la couverture. Wow. Con el cuadro de Alan Melville que está entero sobre el final del libro aparece el cuadro completo. À la fin du livre, il y a le portrait complet. Y en el libro se menciona mucho este detalle que a mí me sorprende mucho la idea de que haya un retrato de alguien despeinado. Et dans le livre, on parle de ce détail en fait parce qu'il est décoiffé et c'est curieux quand même pour un portrait. Porque uno puede salir despeinado en una foto, que es un segundo. Parce qu'on peut être mal coiffé sur une photo, ça prend une seconde. Pero se supone que para un retrato tienes días enteros para peinarte, ¿no? Mais pour faire un tableau, on a des jours pour se coiffer quand même. Y entonces me gustaba mucho la idea esa de ese rizo que también es un poco como una ola del mar. Donc j'ai aimé beaucoup cette idée, ça faisait comme une vague aussi, comme une vague de la mer. O sea, la historia de eso está contada dentro del libro. Bon, l'histoire de ce choix est racontée dans le livre. D'accord. También me gustaría tener ese pelo a mí, pero bueno. J'aimerais aussi avoir ce type de cheveux, mais bon. Voilà, c'est pour ça que j'ai posé la question en fait. J'apprécie votre humour, c'est pour ça que j'ai posé la question. Juste une dernière question, enfin une demande. Vous étiez enfant, vous étiez à la ferme de vos grands-parents, chez votre jeune oncle, en Patagonie.
Quel est le mot ou les quelques mots qui peuvent décrire l'odeur de la Patagonie, les odeurs, une sensation, s'il vous plaît. Je ne mettrai jamais les pieds en Patagonie. Vous êtes mon dernier recours. Bueno, yo a todos los veranos... C'est juste que avant de mourir, je vous demande ça. Merci beaucoup. Bueno, yo iba todos los veranos porque estaba en la casa de mis abuelos a pasar el verano ahí y lo que más me impresionaba del paisaje de la Patagonia era la ausencia de paisaje. J'y allais tous les étés parce que c'était mes grands-parents, c'était la maison de mes grands-parents, mais ce qui m'impressionnait à chaque fois des paysages, c'était justement l'absence de paysages. Y que era un poco como una página en blanco, ¿no? C'était un peu comme une page blanche. Pero también estaban estos acantilados y los lobos marinos y las ballenas. Mais il y avait les baleines, il y avait les loups de mer, il y avait beaucoup de choses, il y avait les... Yo era un chico de ciudad y era un lugar muy bueno para irme a pasar 2 meses durante el verano. J'étais un gamin de la ville et pouvoir y passer 2 mois comme ça l'été, pour moi c'était merveilleux. Et l'olor. El olor de la Patagonia. El olor de la Patagonia es el olor del viento, básicamente. Ah, c'est l'odeur du vent, principalement. Es un olor como metálico que es un poco el olor que hay en las pistas de aterrizaje de los aeropuertos. C'est un peu une odeur métallique, un peu celle des pistes d'atterrissage des avions. Como oui. un olor como metálico. C'est comme quelque chose de métallique, oui. Sí, hay un libro sobre la Patagonia muy bueno de Bruce Chatwin que se llama In Patagonia. Il y a un livre sur la Patagonie qui s'appelle In Patagonia. Lo recomiendo mucho. Bruce Chatwin, de Bruce Chatwin. Pero bueno, y la Patagonia, no sé si saben que tuvo un rey francés, que fue Orly Antoine, un francés que en el siglo XIX un roi français en Patagonie. Y se coronó como rey de la Patagonia. Incluso todavía hay descendientes en Francia y siguen dando títulos. Il y a des descendants encore en France et ils continuent à avoir des titres de noblesse. Sí. Mi padre incluso intentó filmar una película sobre la vida de él y no la terminó nunca. Mon père, il a essayé de filmer, justement, de tourner un film sur sa vie, mais il n'a jamais fini. Pero los descendientes del rey de la Patagonia siguen aquí, tienen embajada y venden títulos y todo. Mais les descendants du roi de la Patagonie, ils sont toujours là, ils ont une ambassade, ils vendent toujours des titres. Ahí tienes realismo mágico, ¿no? Voilà, c'est le réalisme magique. Bien, ce sera sur l'évocation de cet ailleurs. Mireia, merci beaucoup pour la traduction et Rodrigo, muchas gracias. Otra traductora mejor que yo. Le livre de Rodrigo Frezan, Melville, est publié aux éditions du Seuil. Vous venez d'écouter une rencontre enregistrée le 24 janvier 2023 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio.